Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon update lecture du mois de décembre. Comme d'habitude, je commence par les statistiques. Au mois de décembre, j'ai lu 8 livres, dont 8 que j'ai lus en version physique. Pas d'abandon, pas de livre audio, pas de livre numérique. J'ai lu un total de 2065 pages, ce qui représente approximativement 67 pages par jour. Ma note moyenne était de 4 étoiles. J'ai acheté 17 titres et je n'en ai supprimé aucun de ma pile à lire sans l'avoir lu. Le premier titre que j'ai lu au mois de décembre, c'était Francis de Loputin. C'est une bande dessinée dans laquelle on va faire la rencontre d'une jeune sorcière qui doit participer à une compétition pour devenir la prochaine chef du clan des sorcières. Malheureusement, elle a pris énormément de retard sur ses préparations et elle va croiser la route de Francis, qui est un esprit malin, farceur, un peu vicieux, qui va l'obliger à... Pas du tout, non, il va pas l'obliger, il va la pousser vers une voie qu'elle n'avait pas prévu d'emprunter. J'ai beaucoup aimé ce titre, je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile il atteint la moyenne de 8. J'ai adoré l'atmosphère rendue par les illustrations de Loputin, j'ai adoré le style évidemment, alors je parle pas forcément du style du texte puisque c'est de la BD, il y a assez peu de texte au final, la traduction je pense est pas forcément hyper excellente, mais les illustrations sont phénoménales, c'est somptueux. Je vous invite vraiment à découvrir le travail de l'autrice, que je vous mettrai son Instagram en fait dans la barre d'infos, comme ça vous permettra d'aller jeter un œil un petit peu à ses créations. Je trouve que ce qu'elle fait est vraiment très très beau, c'est très inspiré par la nature, ce côté fantasy mais vraiment très très naturel, avec des couleurs pastel dans les tons beige, couleur chair très claire, dans les tons gris avec un peu de son du noir comme ça, mais vraiment les tons très naturels et j'aime énormément tout ce qu'elle produit. J'ai apprécié l'histoire, l'intrigue, j'ai un peu moins été convaincue par la logique des événements. Bon, c'est ce côté personnage influencé en fait qui me plaît pas dans les histoires. Je déteste quand un personnage qui semble être tout à fait raisonnable, on va dire, et influencé par un personnage extérieur et se retrouve à faire n'importe quoi. Donc j'ai pas tellement aimé notre personnage principal, malheureusement, pas plus que j'ai apprécié énormément Francis, qui est, comme je vous l'ai dit, un esprit assez manipulateur. Mais ça faisait partie du côté, ça rendait cette atmosphère en fait très mystique, et ça j'ai beaucoup aimé. Le deuxième titre que j'ai lu au mois de décembre, c'était 3 livres en fait, puisque j'ai lu les tomes 1, 2 et 3 de la bande dessinée Le Veilleur des Brumes de Robert Kondo et Daise Tsutsumi. C'est une bande dessinée dans laquelle on va faire la rencontre d'un petit cochon dont le papa est le Veilleur des Brumes. On est dans un univers où il n'y a que des animaux anthropomorphes, des animaux qui sont victimes d'une brume qui tue, qui assassine tout sur son passage, qui détruit tout sur son passage. Notre petit personnage, qui s'appelle Pierre, est devenu le veilleur des brumes parce que son papa a disparu et il doit s'assurer que le moulin qui permet à la brume de rester éloignée, qui éloigne la brume, tourne systématiquement, tourne continuellement. Voilà, ça permet au vent de repousser la brume. Sauf qu'un beau jour, il va y avoir une tempête, le moulin va être détruit et Pierre et ses 2 amis, dont je ne me rappelle plus le nom, mais on a une renarde et un hippopotame, vont devoir partir à l'aventure pour trouver de l'aide afin de sauver leur village. J'avais déjà lu les tomes 1 et 2, c'était le tome 3 qui était une découverte pour moi, mais bon, je voulais relire les tomes 1 et 2 pour être sûre d'avoir bien toutes les infos et de me souvenir de tous les éléments de l'histoire. Je me souvenais très très bien du tome 1, beaucoup moins bien du tome 2, même si je l'avais lu, et alors le tome 3... Vous avez vu ma réaction à chaud dans un vlog, ce 3e tome m'a brisé le cœur, j'ai pleuré comme une madeleine, c'était fantastique. Je vous donne rapidement les notes pour les 3 tomes séparés avant de vous donner la note globale pour la trilogie. Pour le tome 1, j'ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et 9,14 dans Copile. Le tome 2 a eu exactement la même note. Et le tome 3, c'était un coup de cœur évidemment, 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et 10 dans Copile.
Ça nous fait une moyenne de 18 sur 20 sur les Livradicts, 5 étoiles sur Goodreads et de 9,42 dans Copile. Je trouve que les illustrations sont absolument phénoménales. L'histoire, la chronologie des événements, les personnages qu'on rencontre, tout est magnifique dans cette histoire et j'ai très hâte de voir le court-métrage d'animation, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Francis, il était dans ma palle des cartes pour un livre traduit de l'italien, et Le Veilleur des Brumes était dans ma palle des cartes pour un livre, un livre adapté, puisque en fait c'est plutôt l'inverse, c'est le livre qui est l'adaptation du court-métrage. Mais il y a eu une adaptation quelque part, donc ça marche quand même. Et du coup j'ai très envie de voir la version court-métrage tout simplement de cette histoire. Ensuite, j'ai enfin réussi à lire et terminer la version illustrée d'Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire intégrale. Il est sorti en 2019. Donc il était dans ma pile à lire depuis soit 2019, soit 2020, en fonction de l'année où il a été publié en France, parce que l'année 2019, c'est l'année de première publication, donc la version britannique. Mais c'est possible qu'il se soit retrouvé dans ma palle novembre 2019 quand même. Bref, je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler de quoi parle Harry Potter. On en est à la 4e aventure, la Coupe de Feu, le tournoi des 3 sorciers, des dragons, des drames, Maugrey Folleuil, etc. Et ce que j'aime énormément dans la redécouverte, dans la relecture des romans, c'est que je redécouvre des éléments qui ne font partie à aucun moment des films et qui pourtant sont hyper importants dans l'histoire, dans le développement de la psychologie des personnages. C'est très dommage, mais je comprends qu'ils n'aient pas eu le temps de tout adapter. En tout cas, je lui ai mis 18 sur 20 sur Livradicts, 5 étoiles sur Goodreads, et donc Copile, il a atteint la moyenne de 9,14. Les illustrations de Jim Kay sont phénoménales. On a des portraits. On a un portrait de Drago Malfoy et un portrait de Ginny Weasley à un moment donné qui sont juste incroyables. Toutes les pages sont illustrées, que ce soit en double pleine page ou sur une seule page, ou bien sur le bas ou sur le haut, ou ne serait-ce qu'en filigrane sur un genre de parchemin derrière le texte. C'est juste incroyable, c'est vraiment une édition magnifique et qui se lit, je pense, beaucoup plus vite que la version classique sans illustration. Et c'est vraiment un gros plus, ces images. Je vous invite vraiment, si vous avez jamais eu l'occasion de le feuilleter, feuilletez-le simplement, parce qu'il est vraiment très beau. Ensuite, j'ai lu Ariadné, le premier tome de l'autre côté du mythe de Flora Boukri, n'importe quoi, Flora Boukri. Et comme l'indique le titre et la couverture, il s'agit d'une réécriture du mythe d'Ariane, Thésée, le Minotaure, le labyrinthe, etc. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Ariane, qui est la fille de Minos, qui va envoyer Thésée dans le labyrinthe afin de vaincre le Minotaure et de libérer les Grecs. Sauf que Minos étant Minos, il n'a pas vraiment l'intention de libérer les Grecs. Bref, vous connaissez peut-être ou pas le mythe. Je pense que c'est un bon moyen de se familiariser avec la mythologie grecque, mais il y a plusieurs petites choses qui m'ont dérangée. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livradicts, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a atteint la moyenne de 7,43. J'ai eu du mal avec les personnages, un petit peu tous les personnages. Voilà, à part Dionysos, que j'ai trouvé très cool. Les autres m'ont pas forcément marqué positivement. Je trouve que l'autrice a pris un parti dans son histoire, elle a modifié la fin, tout simplement. Elle a modifié la façon dont cette histoire se termine, enfin, il me semble. Pas dans l'histoire se termine, c'est pas vrai. Pas dans l'histoire se termine. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui change et ça m'a moins plu que si j'avais pu lire la version plus classique, on va dire. Ce que j'ai énormément apprécié par contre, c'est la place de la femme, puisque le titre étant Ariadné, Ariane, je suppose que c'est la version grecque antique du prénom Ariane. Tous les noms d'ailleurs des personnages et des lieux sont adaptés de cette façon, ce qui m'a beaucoup perturbée pendant ma lecture, ce qui m'a ralenti pendant ma lecture, parce que quand je voyais un terme, j'arrivais à le lire, mais ensuite mon cerveau avait
une demi-seconde de réflexion pour dire attends, d'abord il faut que je le traduise dans la version que je connais, donc Ariadne, je le lis, mais en fait c'est Ariane, donc je le relis Ariane. Voilà, ça m'a ralenti, bon, pas énormément, hein, le bouquin fait 207 pages, donc voilà. Mais c'était pas cool, et l'autre chose qui m'a dérangée aussi, c'est le fait que les astérisques n'étaient pas en note de bas de page, mais dans un glossaire à la fin de l'ouvrage, et à chaque fois il fallait retourner à la fin du livre pour comprendre exactement que signifiait ce mot, et ce que signifiait ce mot, et ça m'a agacée, donc au bout d'un moment j'ai laissé tomber. Les personnages, comme je vous l'ai dit, c'était pas phénoménal. Le style de l'autrice était basique, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Et il y a eu à un moment donné un ou deux petits manques de logique. Est-ce que c'est dû à la version de l'autrice? Est-ce que c'est dû au mythe original? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas c'était une chouette lecture, mais je m'attendais à mieux. Harry Potter était dans ma palle des cartes pour le livre le plus lu de ma pile à lire, et Ariadne était dans ma palle des cartes pour un titre qui commençait par la même lettre que le mois de décembre, puisque c'était pour ce mois-là que je le choisissais, le titre de la série étant De l'autre côté du mythe, décembre, la lettre D, ça marchait. Pour un titre qui commençait par une lettre qui avait été sélectionnée au hasard, j'étais tombée sur la lettre J et j'avais sorti de ma pile à lire Je suis ta nuit de Loïc Le Borgne, que malheureusement je n'ai pas tellement apprécié. Je lui ai mis 12 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la note de 6,43. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un garçon de 11 ans qui, avec son groupe d'amis pendant un été, va tomber sur un cadavre mutilé. Et on va suivre un petit peu leurs péripéties, ponctuées par de nombreuses morts tout au long de l'été et des phénomènes paranormaux très bizarres. J'ai bien aimé l'atmosphère, j'ai aimé l'ambiance qui se dégageait du roman. J'ai eu envie de connaître la fin de l'histoire, j'étais intriguée, c'était vraiment... Voilà, je voulais savoir, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a vraiment un truc paranormal? Ou est-ce que c'est psychologique, genre psychose collective? Je vous donnerai pas la réponse, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Ou pas, peut-être même que c'est une fin ouverte et qu'au final on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux. L'histoire de base me plaisait pas mal, le style de l'auteur est plutôt sympa. Par contre, il y a eu un énorme manque de logique pour moi et j'ai mis 1 sur 10 à ce critère, à la logique, parce que c'est genre un élément qui a bousillé toute l'histoire à mes yeux, c'est l'âge des personnages. Pourquoi l'auteur a-t-il décidé de raconter cette histoire avec des personnages aussi jeunes? Pour moi, c'était pas crédible en fait. Tout ce qui se déroule dans l'histoire, à un moment donné, à plusieurs moments même dans l'histoire, les personnages sont confrontés à des situations au cours desquelles ils réagissent de manière différente en fonction des personnages, en fonction des événements, mais leur réaction ou leur absence de réaction n'est pas cohérente avec leur âge. Ce ne sont pas des ados, ce sont encore des enfants, ils ont 11 ans, le plus vieux de leur groupe a 12 ans. Pour moi, il y avait un vrai problème à ce niveau-là. C'est dommage parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ça m'a bouffé un petit peu tout le truc de l'histoire. J'ai pas arrêté au cours de l'histoire de me dire, je lisais, c'était cool, et à un moment donné, il y avait quelque chose qui se passait et je me disais, oh, purée, mais oui, mais c'est vrai qu'ils ont que 11 ans. Et non, voilà, c'était pas logique pour moi en fait. J'ai pas spécialement apprécié les personnages au-delà de leur jeune âge. Voilà, je trouve qu'il y a certains... Ben, en fait, ça coïncide un petit peu avec ce côté l'âge n'est pas cohérent avec l'histoire. Parce que du coup, les personnages, eux, correspondaient, avaient des caractères et des réflexions d'enfants de 11 ans, mais pas toujours. C'était... Ouais, il y a vraiment cette balance qui s'est pas faite entre l'âge des personnages et ce qui se déroulait, la façon dont ils réagissaient dans l'histoire aux moments les plus importants. Parce que le reste du temps, c'était effectivement des enfants de 11 ans tout à fait lambda, on va dire. Mais voilà, j'ai eu un souci, malheureusement, avec ce critère dans l'histoire qui m'a un peu gâché ma lecture. N'empêche que le côté flippant était bien présent. Par contre, attention, si vous êtes sensible, c'était vraiment crade. Il y a des scènes gore, il y a du langage assez cru. C'est très dur. C'était une histoire qui était particulièrement dure. Moi, ça m'a pas gênée. Mais encore une fois, avec l'âge des personnages, est-ce que c'était cohérent? Je suis pas sûre. Et le dernier titre que j'ai lu au mois de décembre, et le dernier titre que j'ai lu cette année, puisque nous sommes le 31 décembre et que je ne lirai rien aujourd'hui, je commencerai
ma palle des cartes du mois de janvier demain, il était dans ma palle des cartes pour une nouveauté, c'est-à-dire un livre qui était paru il y a moins de 6 mois et j'avais choisi de sortir Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la moyenne de 8,71. On est dans les Cotswolds, en Angleterre, et on va faire la connaissance d'Eda, qui est une jeune fille qui toute sa vie a cru en la magie de l'hiver. La Dame Hiver, Jack Frost, c'est des mythes, c'est des contes, des légendes avec lesquelles elle a grandi, dont sa mère lui parlait quand cette dernière était encore en vie, et elle a un amour profond et un lien très fort avec l'hiver. D'un autre côté, alors Eda a ceci de particulier qu'elle est désormais orpheline, elle vit toujours dans le manoir familial, mais avec la seconde femme de son père et la fille de celle-ci, donc les deux enfants ont grandi plus ou moins ensemble. Eda et Ali ont 16 ans, je crois, 17 ans. 17 ans. Voilà. Et sa belle-mère est pas vraiment quelqu'un de très charmant. Elle fait plus Madame de Trémène que la gentille fée marraine, quoi. Voilà. Et parallèlement à ça, on va rencontrer décembre, janvier, février, l'incarnation des mois d'hiver sous forme d'animaux, un harfang des neiges, une chouette harfang des neiges, un renard polaire, une hermine blanche et Jack Frost. Ouf. Cette histoire. Alors, la seule chose que j'ai regretté énormément au cours de ma lecture, c'est la météo à l'extérieur. Parce qu'on est le 31 décembre et qu'il fait 20 degrés approximativement. J'aurais aimé de la neige. J'aurais aimé de la neige pour lire cette histoire. Ça aurait été juste parfait. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ça n'a pas empêché que j'ai énormément apprécié ma lecture. Cette ambiance, fantasy, conte de Noël, mystique, avec des personnages de légende. On parle même à un moment donné de mythologie nordique, des dieux de mythologie scandinave, sans rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler. J'ai adoré. J'ai adoré découvrir la genèse, les incarnations des saisons, des mois. Chaque représentant de chaque mois a une tâche bien particulière. On est sur une fable écologique dans laquelle l'hiver peu à peu disparaît parce que réchauffement climatique, parce que les gens, il fait 25 degrés, j'exagère, il fait 25 degrés en décembre et les gens sont contents, ils vont se baigner. Non, non les mecs, il y a un problème. Il ne fait pas 20 degrés en décembre, ce n'est pas normal. Et les gens s'en réjouissent. Moi, ça me fait flipper. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait flipper. Et j'aimerais tellement qu'on se retrouve dans ce qui est raconté dans cette histoire, avec des vraies saisons, avec 3 mois où il fait froid, où il y a de la neige, où on s'emmitoufle, 3 mois où il commence à faire de nouveau bon, où la forêt, où les plantes bourgeonnent, on voit les fleurs s'épanouir, 3 mois où il fait chaud, pas non plus caniculaire parce que j'aime pas la chaleur, mais chaud, bon, on peut se balader en short, en tongs, 3 mois où, c'est bête, mais il pleut, il fait moche, mais en même temps les couleurs sont tellement jolies. Ça, on l'a plus, ça n'existe plus et c'est tellement vrai. Je trouve que Laetitia Arnoux a très bien retranscrit dans son roman ce qui se passe de nos jours et ce principe de dire que les gens, les êtres humains ne se rendent pas compte et se réjouissent de ne plus avoir de neige, moi ça me rend triste. Je suis triste. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Il y a une petite chose qui m'a gênée, c'est le style de l'autrice. Alors je l'ai trouvé très poétique, mais en même temps parfois très simple. Et du coup, on oscille entre le côté waouh, purée, mais ce qu'elle dit, c'est trop beau, la façon dont elle le dit et tout, ses envolées lyriques parfois, et puis d'un seul coup, on dirait une jeune ado qui a écrit certaines phrases. C'est dommage, mais j'ai quand même énormément aimé ma lecture. Cette histoire est sublime, l'objet livre est sublime et je vous conseille vraiment de tout cœur de le découvrir. Vous avez encore le temps de le faire, vous pouvez le faire tout au long de l'année, mais à mon avis, en janvier, février,
Quand il va commencer vraiment à faire très froid et qu'on risque d'avoir de la neige, je pense que c'est vraiment la meilleure saison, la meilleure période de l'année pour lire ce titre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles sont vos dernières lectures de l'année, qu'est-ce que vous avez lu en décembre, quel a été votre titre préféré, celui que vous avez le moins aimé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!